Alors, Céline, qu'en penses-tu? Il y avait la faute tout à l'heure, Mais voilà, c'est bien aussi des rencontres parce que on était quand même un peu nombreux, n'est-ce pas, Béatrice? Qui a passé toute la rencontre de vous. Et donc, merci d'être là ce soir. C'est notre dernière rencontre de l'année 2021 qu'on finit avec Céline. Et heureusement, c'était in extremis puisqu'on démarrait l'année 2021 l'année dernière avec toi, normalement. Et voilà, et puis finalement... au fil de l'eau, au fil de l'année, on a reprogrammé une première fois en septembre, on n'a pas pu la faire, et puis là, on y arrive quand même. Donc, yes, c'est bon. Voilà, donc on te reçoit pour ton livre Les lois de l'ascension, Céline, qui est vraiment un livre assez incroyable. Enfin, moi, en tout cas, c'est un livre qui m'a un peu... à la fois bouleversé, intéressé. C'est un livre polyphonique. On suit 6 personnages en 2015, l'année des attentats à Belleville. Voilà, Belleville qui peut être le 7e personnage, on va dire, de ce livre. Et donc, ces personnages qui sont tellement différents les uns des autres et qui vont se croiser, se rencontrer ou pas. Et ça se déroule sur 4 saisons, donc sur l'année 2015. Et c'est un livre, pour moi, très, très puissant, très intelligent, brillant. Et voilà, je vous conseille vraiment de lire. Alors, effectivement, 850 pages, ça peut faire peur au départ. Mais finalement, moi je l'ai lu voilà, je me suis laissée porter par ce livre parce que je pense que c'est ça qu'il faut faire. Il faut se laisser porter, accepter. Et puis, c'est tellement passionnant ces personnages que vraiment. Voilà. Donc je vous laisse continuer. En tout cas, merci d'être là ce soir. Allô. Donc, Céline, bonsoir. C'est la 3e fois donc, que nous rendez visite, puisque la première rencontre au presse-papier, c'était pour le livre à 15 août à Paris, l'histoire d'une dépression, qui était un livre à la fois avec une part de vécu et qui était aussi un essai sur la dépression, une réflexion à travers les auteurs, à travers les scientifiques. Puis vous êtes venu au salon quelques temps plus tard pour le roman Les vieux ne pleurent jamais, qui est un magnifique roman que je conseille, c'est un de mes préférés. Et donc là, enfin, puisqu'on a reçu le livre en décembre 2020, donc c'est presque un anniversaire, hein, vous deviez venir en janvier, et puis bon, de Covid en Covid, enfin nous voilà. Et ce livre-là, c'est votre 10e livre, et c'est un roman que j'ai trouvé, pour ma part, absolument merveilleux, parce que c'est un d'abord au point de vue romanesque, on est pris tout de suite. Il ne faut pas se laisser impressionner effectivement par le volume du livre, parce que c'est un de ces livres qui à la fois contient beaucoup de réflexion, beaucoup d'analyse, c'est un livre qui embrasse vraiment le monde d'aujourd'hui, notre époque, qui a produit beaucoup de réflexions dessus, mais dans le style est très poétique, très fluide, et la lecture n'en est donc pas difficile. Il faut être attentif, il faut participer évidemment à ce qu'on lit, parfois même s'arrêter pour réfléchir sur un point, se dire tiens. Mais au point de vue romanesque, c'est absolument passionnant. Alors, Catherine en a dit un mot tout à l'heure, on reviendra tout à l'heure sur la structure du livre qui est particulière. Mais j'aimerais souligner qu'entre-temps,
ne vous êtes pas endormi puisque vous avez sorti 2 nouveaux livres, plus brefs. Hein, la posture du pêcheur qui est paru pratiquement en même temps et qui est dans une série de livres qui s'appelle les 7 péchés capitaux. En fait, c'est un éditeur qui a demandé à 7 auteurs différents de traiter chacun un péché capital. Alors c'est drôle parce que par exemple, ils ont demandé à Cécile Ladjali, dont vous vous souvenez certainement, qui est une fille très énergique, mais quand même pas très grosse et un peu maigre et qui doit manger, je sais pas, une fois toutes les semaines, quoi. Et alors elle, donc, elle traite la gourmandise. Et Céline, qui est un bourreau de travail, hein, une scientifique, hein, donne des cours, enfin bon, tu n'arrêtes pas. Et c'est la paresse, voilà, c'est la paresse, donc avec cette posture du pêcheur. Et avant de rentrer dans ce gros livre, justement, j'aimerais bien qu'on dise 2 mots de la posture du pêcheur, parce que c'est un livre qui paraît avoir des passerelles avec celui-là. Alors, est-ce qu'on peut dire... non, je me mélange complètement, pardon. C'est pas la posture du pêcheur. Je me disais aussi, qu'est-ce que c'est que cette... Non, c'est le deuxième qui est sorti plus récemment, voilà. Finir par l'éternité, qui est en fait... Voilà, qui est vous avez aussi ici, et qui est un petit texte sur un objet, enfin tu veux peut-être nous raconter, sur un objet du... on va demander à différents auteurs, là encore, de choisir un objet du musée des Confluences et d'écrire dessus ce que ça leur inspirait. Et ça, c'est sur une machine, disons, à chiffrer et à déchiffrer, peut-être à chiffrer. Et peut-être est-ce qu'on peut lire tout simplement la toute première page, si à moins que tu veuilles en dire. Bonsoir à tous. Excusez-moi, j'ai un peu une faim. Je ne suis pas du tout Covid, mais du coup, j'ai des petites cannes de thé. Cette page, dire ou ne pas dire, un secret. Un secret ne doit pas se dire, sous peine de perdre toute valeur, tel un parfum éventé qui, au contact de l'air, s'altère et perd en intensité et vigueur. Fade reliquat de ce qu'il aurait été sans cette mise à découvert qui l'a privé de l'isolement, lui conférant sa densité. Le secret pèse, dit-on, et c'est bien ce que l'on en attend. Qu'il soit un lest, nous tenons à nous-mêmes, assignant un ancrage à nos volatilités. Les secrets durent le temps de nos mues. Ils prennent fin dès lors qu'ils ont été violés. À moins qu'il en demeure toujours quelque chose, un souvenir étiolé, sauvegardé comme une relique, dorénavant dénué du pouvoir de sauver ou de nuire. Écrire un secret n'est pas le dire, c'est pire. C'est lui faire prendre un risque supplémentaire. Impossible alors de s'en dédire, de revenir sur ses propres mots. À moins que l'écriture en soit particulière, lisible seulement par de rares initiés. Le secret qui prend ainsi forme se voit soustrait aux faiblesses de son porteur. Il n'est plus l'enjeu, son langage le devient. Merci. Oui, ce livre m'a fait penser à ce roman parce qu'on peut le lire aussi comme un livre sur l'écriture. C'est chiffrer et écrire, puisque d'ailleurs au début, quand tu reçois l'objet, tu le déballes, pensant que c'est une machine à écrire, et ça n'en est pas une. Et en plus, il y a là-dedans l'image du secret. Évidemment, le roman, c'est aussi un peu le lieu du secret, de raconter des secrets. L'image du cercle, qui va revenir aussi dans ce livre-ci, puisque en fait, c'est un livre qui couvre 4 saisons. Donc, on part de l'été, on fait le tour de l'année, si je puis dire. On fait aussi, il y a aussi le thème de la révolution dans ce livre, et une révolution, c'est un tour sur soi-même. Et il y a peut-être aussi une troisième chose,
peut-être est-ce que là je m'égare, mais tu me diras, c'est qu'à la fin de ce texte, il y a une réflexion, une page sur les trois grâces. Or, ce livre-ci commence par trois longs chapitres, sur les trois personnages féminins principaux, et je me suis demandé si ces trois personnages, c'était pas aussi Les trois grâces. les trois grâces. Ah ben alors, ça, j'y avais pas pensé, mais l'inconscient nous joue des tours, alors j'imagine que... En tout cas, c'était pas à dessein, mais peut-être qu'il y a un écho entre les deux. Mais Tu es un bon enquêteur littéraire, je pense que c'est... bon, alors, pour ce qui est des lois de l'ascension, on peut revenir tout simplement sur l'origine de ce livre. On peut dire que ce qui a, la date qui a peut-être déclenché les réflexions qui sont à l'origine de ce livre, c'est 2011, le moment des printemps arabes, et parce que le livre a été écrit de 2015 à 2020 en gros. Oui, même un petit peu avant. J'ai commencé en 2014, voilà. Enfin, c'est pas... Mais c'était pas beaucoup. C'était quelques années après cette période qu'on a appelée de révolution politique dans le monde arabe. Et finalement, ce thème c'est peut-être ce mot de révolution qui a tout déclenché, parce que on se demande, ben, finalement, ces révolutions sont-elles possibles aussi en Occident, et notamment en France, puisque le livre se passe à Paris. Et qu'est-ce que c'est finalement cette révolution? Est-ce que c'est une révolution intime ou une révolution sociale? C'était un peu une question que je me suis posée. C'était, en fait, je pense que c'est en voyant toutes ces images, puisque évidemment je n'étais pas sur place, et ces témoignages de personnes qui étaient prêtes à risquer leur vie et tout ce qu'ils avaient pour changer un système politique, ou pour manifester leur mécontentement, ou pour essayer simplement d'avoir des meilleures conditions de vie. J'étais extrêmement impressionnée par ça, et je me suis dit, mais toi, dans ton confort, voilà, la vie que tu mènes, est-ce que tu serais prête à tout risquer si il y avait quelque chose qui se passait, ou une situation, voilà, ça m'a posé la question de mon et de nos courages, hein, et de notre capacité à risquer non seulement ce qu'on a, mais aussi nos vies, pour essayer collectivement de changer une situation. Et ça s'articulait avec une réflexion que j'avais à ce moment-là sur l'ambition. Qu'est-ce que c'était aujourd'hui l'ambition? Parce que moi j'enseigne dans des écoles d'ingénieurs à Sciences Po, il y a des jeunes qui suivent des formations assez prestigieuses, enfin qui sont dites prestigieuses, donc ils sont des jeunes assez ambitieux, et c'est très bien, hein, mais ça m'a questionné aussi sur leur ambition et sur qu'est-ce que c'était aujourd'hui pour un jeune d'être ambitieux. Qu'est-ce que ça voulait dire? Est-ce que ça voulait dire justement gagner de l'argent, avoir une bonne situation, acheter une maison, avoir un poste à responsabilité hiérarchiquement élevé, ou est-ce que ça pouvait être changer la société, faire la révolution, voilà. Et est-ce que cette idée de révolution et cette idée d'ambition, finalement, elles n'étaient pas aujourd'hui, on va dire en Europe, vues comme contradictoires? Et donc, on disait tout à l'heure, le livre a été écrit sur une période assez longue, et je me demandais quelle était l'idée de départ, et si pendant toutes ces années, le projet de départ avait beaucoup évolué, ou si c'est à peu près le même. Non, il a évolué parce que, par la force du temps qui passe, et puis des idées qui émergent aussi avec l'écriture. Au départ, je voulais utiliser 10 personnages, donc c'était beaucoup de personnages. Donc j'en ai gardé 6, parce que c'est difficile d'avoir 10 personnages principaux et de les traiter à part égale. Donc il y en avait 6. Il a évolué j'étais vraiment partie sur quelque chose de très politique, vraiment qu'est-ce que c'est la révolution, et finalement, comme tu l'as souligné, c'est devenu quelque chose
un questionnement de chaque personnage beaucoup plus intime, finalement, au niveau de chaque personnage. Qu'est-ce que c'est faire la révolution? Mais est-ce que pour changer le monde, il faut d'abord se changer? Ou est-ce qu'il faut changer le monde pour pouvoir en avoir les retombées? Donc, en fait, où ça commence cette révolution? Donc, ça a évolué vers, parce que je pense que ça me correspond plus vers des choses vraiment centré sur chacun des personnages plutôt que de montrer une révolution qui prendrait forme ou d'imaginer une révolution à Paris par exemple aujourd'hui. Sur la forme de ce roman, la Catherine a dit deux mots tout à l'heure, mais on peut dire qu'il répond à diverses contraintes. Disons, ça se passe sur 1 an, 4 saisons. À chaque fois, c'est une journée qui est racontée par 6 personnages qui racontent chacun leur tour la même journée. Donc, vous voyez, ces personnes, il y a 3 femmes, 3 hommes, c'est des personnes de milieux différents, la plupart complètement différents, mais qui ont parfois des liens entre eux ou pas, mais on peut dire que leur vie et leurs actions vont toujours, d'une façon ou d'une autre, influer sur la vie des autres. Et c'est pour ça que, de ce point de vue-là, on ne s'attardera pas trop à l'intrigue parce que c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Et alors, résumer cette intrigue de 840 pages, c'est pas possible. Mais en tout cas, c'est absolument passionnant. Et cette forme, enfin, quand on dit le mot contrainte en littérature, on pense à différents auteurs. Alors là, évidemment, à cause de Belleville et puis à cause de la forme, on pense à Georges Perec, avec la vie mode d'emploi, dont d'ailleurs je suis souvenu en relisant que ça se passe à Belleville, et Jean Genet disait que la rue de Belleville, le soir, quand il fait nuit et que tout est éclairé, on a l'impression que c'est la rue qui monte vers le ciel. Oh bah, je me dis pas toujours ça quand je suis à vélo sur la rue de Belleville, je me dis pas que c'est la rue qui monte vers le ciel. C'est plutôt l'enfer en fait. Et alors, je crois que vous avez été aussi très influencé par un autre roman de Laurence Durel. Oui. Alors, pas sur le fond, mais vraiment sur cette idée de raconter la même journée 6 fois, parce que le Quatuor d'Alexandrie de Laurence Durel, je ne sais pas si vous l'avez lu, donc c'est je ne sais pas quand ça a été publié, dans les années 50, je pense, 1950. Et donc, Durel, ça se passe à Alexandrie, Durel raconte la même histoire vue du point de vue de 4 personnages différents. Et j'avais été, à l'époque, quand j'avais lu ça, j'avais trouvé ça très ingénieux et vraiment très riche en potentiel narratif et même dans la dramaturgie. Et puis cette idée que moi, qui me fascine, c'est toujours de savoir ce que l'autre vit, pense. Enfin, je pense que moi, je suis devenue écrivaine à cause de ça, par cette curiosité, toujours de me dire, mais moi, je vois ça comme ça, mais cette personne, comment elle voit les choses, est-ce que voilà. Et donc, j'avais jamais fait ça, et j'avais envie d'essayer, parce qu'il faut un peu d'expérience pour écrire un livre comme ça, c'est pas un premier roman où on peut faire ça. J'avais envie justement de faire ce dispositif où chaque personnage allait raconter sa journée, et donc ça allait donner lieu évidemment à des décalages, et c'était un travail aussi intéressant parce que c'était les mêmes moments qu'il fallait raconter du point de vue des différents personnages qui participaient, sans que ça soit lassant, parce qu'évidemment si vous racontez 3 fois la même scène, ça peut être un peu pénible. Donc il fallait aussi arriver à créer des décalages, des choses pour montrer les pièges, les malentendus, ce qui se jouait entre les personnages. Donc ça m'a beaucoup amusé, enfin pas toujours amusé, mais ça m'a beaucoup plu à faire. Là, c'est pas le cas dans ce livre, mais est-ce que c'est pas le cas aussi des romans épistolaires? Je pensais à ça à cause des liaisons dangereuses, par exemple. C'est un personnage qui fait quelque chose. Par exemple, au début, Orna cherche un réfugié et elle se trouve dans un endroit où elle a affaire à quelqu'un qui la met un peu dehors, quoi. Enfin, et on ne comprend pas ce qui se passe dans la tête de ce personnage qu'on retrouve 100 pages plus loin. Voilà, 100 pages plus loin, où là on voit comment lui a vécu la même scène. Et dans les romans épistolaires, on a un peu ça, quoi. Oui, c'est vrai. Oui.
Est-ce qu'on peut présenter rapidement les personnages principaux? Alors, je suis super nulle pour faire ça, je vous préviens, parce que j'ai un peu du mal à résumer mes personnages. Mais qu'est-ce qu'on peut en dire alors? Je peux le dire. Ah ben alors, super. La chose principale, c'est que tous les personnages n'ont pas conscience donc d'exercer les uns sur les autres toujours une influence, mais que ils se croisent et ça arrive. En fait, il y a trois personnages féminins. Le premier, donc Orna, c'est une journaliste, elle a 44 ans, c'est elle qui ouvre le roman, et un soir, elle vit d'une façon, on verra ça tout à l'heure en lisant le passage peut-être, elle vit d'une façon à la fois confortable et un peu mécanique, un peu déshumanisée, quoi. Elle rentre chez elle un soir et elle tombe sur ce qu'elle prend pour un sac et qui est en fait le corps d'un homme qui dort devant sa porte. Alors elle ne sait pas, elle se dit est-ce qu'il faut que je porte secours, que j'appelle les pompiers ou je ne sais quoi. Finalement, elle ne fait rien. Elle rentre chez elle et c'est le fait d'avoir rien fait qui va changer son parcours dans le roman. Elle a une sœur qui s'appelle Célène, qui est prof, enfin qui est universitaire, qui est une spécialiste de l'économie environnementale et qui, elle, est très branchée sur les choses de nature, etc. Et qui passe un entretien, qui est à Dubaï pour passer un entretien de travail, d'embauche, enfin, ce qui est évidemment le contraire de toutes ces convictions, puisque Dubaï, c'est pas vraiment l'endroit le plus naturel du monde. Il y a une troisième femme, Hope, qui travaille dans un hangar, enfin dans une espèce d'hangar du type Amazon, voilà, et qui, à la suite d'un geste accidentel, va perdre son travail. Alors bon, là c'est encore une autre situation. Modé, c'est un Sénégalais arrivé en France, bon, il fait ses études, et puis il ne sait pas quand il commence sa journée que le soir il va être mis à la retraite prématurément, et il y a Pavel qui est un psychanalyste qui décide d'arriver en retard, qui a une longue carrière, et puis un jour il décide d'arriver en retard à ses séances. Bon, bref. Et on découvrira plus tard qu'il a un lien d'ailleurs avec le personnage d'Orna. Et enfin Mehdi, qui est un jeune garçon, enfin un adolescent de 17 ans qui vit dans des conditions assez précaires. Enfin, il n'est pas favorisé, et lui, il n'a pas du tout envie d'aller au lycée, il s'ennuie beaucoup et il rêve un peu d'action. Voilà, donc ce sont ces personnages-là qui vont se croiser. Est-ce que, tu parlais d'ambition tout à l'heure, est-ce que leur point commun, c'est pas justement d'être mis dans une situation critique et accidentelle et de vouloir en quelque sorte reprendre leur vie en main, ou en tout cas repenser leur façon de vivre? En tout cas, ils ont tous un moment où, comme tu l'as très bien décrit, où leur saute aux yeux le paradoxe de leur vie. En fait, tu l'as dit pour Orna, il y a un moment, les compromis qu'ils ont faits, consciemment ou inconsciemment, ils peuvent plus ne plus les voir. Donc ça devient quelque chose auquel il faut répondre. Et tous sont dans cette situation où ils vont devoir, trouver une meilleure conciliation entre les rêves qu'ils ont pu avoir, la réalité qu'ils vivent, les ambitions qu'ils ont, les contraintes, enfin toutes ces équations qu'on est obligé de faire tout le temps dans nos vies. Pour ces 6 personnages, ça va devenir un moment charnière où justement il va falloir changer quelque chose parce que l'équation elle fonctionne, ça tient plus très bien comme ça tenait avant. Alors certains vont donner, chacun va donner des réponses différentes. Plus ou moins heureuse d'ailleurs à ça, mais c'est vrai, il y a un moment de prise de conscience qu'il y a quelque chose qui détonne, il y a quelque chose qui n'est plus, si on pouvait dire, en accord avec soi, même si ça ne veut pas dire grand chose quand on dit ça, mais en tout cas une forme de cohérence qu'ils ont perdue
entre leurs idées, leurs aspirations, et puis le concret de l'existence quotidienne qu'ils mènent. Cette ambition, elle a un rapport finalement avec le titre de ce roman, Les lois de l'ascension, qui est intriguant. Est-ce qu'on peut parler un peu de ce titre? Ouais. Les titres, c'est toujours très compliqué parce que ouais, Parce que la première chose à laquelle on pense, c'est que c'est le contraire de la loi de la gravité. Bah, tu penses bien. Et ça, là, on a le personnage de Hope qui en est l'illustration, puisqu'elle travaille dans ce hangar, et le malheur qui va lui arriver, c'est qu'elle laisse tomber un scan. Oui, c'est dans les entrepôts type Amazon, les gens qui travaillent là-dedans, ils ont des espèces de scanners avec lesquels ils scannent les codes barres des livres qu'ils doivent charger dans des chariots. Donc quand il y a quelqu'un qui commande sur Internet, ils reçoivent une instruction et ils doivent aller chercher les bouquins dans des grandes étagères, et donc ils doivent scanner. Donc elle laisse tomber cet appareil avec lequel elle est censée travailler et qui va se casser. Et par cette maladresse, mais on va la rendre responsable de ce dysfonctionnement. Elle est victime de la loi de la gravité. Elle est victime de la loi de la gravité, absolument. Mais en même temps, c'est un événement peu important, dérisoire en fait, sauf que pour elle, il va être très grave. Bah, en tout cas, pour les gens pour qui elle travaille, ça va être quelque chose de... Enfin, je veux dire, il y a un jeu sur le mot gravité, la gravité physique oui, la gravité. D'accord, oui, très bien. Mais j'ai plus rien à dire, je vais laisser tout ça. Voilà, c'est super. Non, absolument, oui, c'est vrai. Mais pour revenir au titre, c'était effectivement, on va dire, un jeu sur... Enfin, un écho aux lois de la gravité. Et c'était l'idée de savoir... Il y a un ethnologue, je ne sais plus s'il est ethnologue ou ethnologue, qui s'appelle Pierre Clastre, enfin qui est décédé maintenant et qui vivait au XXe siècle et qui a beaucoup étudié j'aime pas le mot tribu, mais des communautés en Amérique du Sud, et qui en parlant d'elle et en parlant de nos sociétés, disait qu'il avait l'impression que chez les humains, il y avait toujours ce désir de dépasser leurs conditions premières, c'est-à-dire ne pas reproduire, sortir de la place où ils étaient nés pour aller vers autre chose. Et ça m'avait assez inspiré, cette réflexion, justement sur l'idée d'ascension, mais l'ascension en général, l'ascension sociale, l'ascension physique. Pourquoi on a envie de monter en haut d'une tour, pourquoi on aime bien être en hauteur, pourquoi les symboles de civilisation ont pu être de civilisation technologique avancée, ont été des gratte-ciel, des choses très élevées, enfin tout ça. Enfin, après on peut aller dans les religions, il y a plein de choses qu'on pourrait dire, mais ce besoin de s'élever, je trouvais intéressant, à savoir si c'était quelque chose d'inné ou d'acquis aussi, si on était né avec l'envie de sortir de sa condition, comme disait Pierre Clastre. Et donc les lois de l'ascension, c'était un peu une référence à cette idée. Et est-ce que ça revient à s'affranchir, enfin je veux dire, est-ce que s'affranchir, par exemple des lois de la gravité, est-ce que ça veut dire pour autant s'en sortir? On ne peut pas s'affranchir des lois, par définition. La loi, c'est la loi. Non, mais on ne peut pas s'affranchir des lois de la gravité. Les lois de l'ascension, je ne sais pas, c'est moi qui les ai inventées. Alors, sans doute qu'on peut s'en affranchir. D'accord. Oui, alors, voilà, c'est ce que ça peut en venir. Les deux aspects de la loi, c'est la loi physique, la loi, je sais pas quand on met deux composants chimiques ensemble. Hein, et la loi, disons, qu'on invente, c'est-à-dire l'esprit des lois, comme dirait l'autre. Et il y a cette part, le roman va nous conduire en fait à louer et même à magnifier cette capacité d'invention. La capacité d'invention qui est peut-être le roman, c'est peut-être, sans dévoiler particulièrement la fin, hein, c'est quand même l'espoir sur lequel on aboutit, c'est la capacité d'invention et de créer des choses. D'imagination aussi. D'imagination.
Oui, parce que c'est l'idée que finalement l'imagination est toujours un peu rattachée à la littérature, aux arts, et moins souvent, je dis des généralités, hein, parce qu'il y a des gens qui ont écrit des textes très beaux sur la politique et l'imagination, mais dans la pensée générale, on va dire, l'imagination est toujours vue plutôt du côté des arts, plutôt que du côté de la politique, ou plutôt que du côté, on va dire, du commun des mortels. Et vraiment, l'idée que je portais aussi avec ce livre, c'est que l'imagination, c'est notre force de changement. Il n'y a pas de révolution qui peut avoir lieu si on n'est pas capable d'imaginer autre chose que ce qui existe. Donc, le germe, c'est vraiment cette imagination qu'on maltraite, à mon avis, beaucoup actuellement. On va finir par... Alors, est-ce qu'on peut, si tu en es d'accord, faire entendre un peu le texte, c'était le tout début d'abord, parce que c'est toujours intéressant de voir comment un roman commence, quoi, enfin, et parce que ce personnage de Orna, donc, qui est la journaliste, est-ce que tu peux t'arrêter? Oui, d'accord. Vous verrez que déjà dans ces 2 pages, 2 pages et demie, il y a déjà beaucoup de choses qu'on a abordées. Ok. C'est l'enseigne qui ressuscite à chaque passage, à chaque fois qu'elle capture son regard, la même impression. Elle pourrait être ailleurs et rien ne serait différent. Ce serait une autre ville. Elle y circulerait à bord d'un taxi comme à présent. Elle filerait sur une route semblable au périphérique, bercée par le ronronnement d'un moteur, dans le sillage d'une flotte de phares rouges remontant une colonne de phares blancs. La succession des édifices rectangulaires, l'alternance des fenêtres des appartements tapis dans l'ombre, des bureaux si pleins de lumière et si vides de gens, offrent à la vue trop peu de signes distinctifs pour briser l'illusion. L'enseigne souvent lui joue ce tour, quand la nuit estompe ce qui la forcerait à savoir où elle se trouve. Elle circule comme elle circulerait dans n'importe quelle métropole, transportée en silence par un homme qui n'est qu'un regard lointain dans un rétroviseur central. Traversée à vive allure, les quartiers qui bordent les voies rapides se confondent, rectilignes, emmurés dans leurs proportions géométriques, dépourvus de monuments étonnants. Degré zéro de la fantaisie. Un regroupement organisé, contrôlé, pragmatique, symbole de la victoire de l'homme sur sa vulnérabilité animale. Mais la nuit efface la triste banalité de ces lieux, les amplifie pour en faire un décor plus majestueux. De ces constellations quadrillées de lumière, de cette ébauche de féerie, elle tire une espèce d'espoir. Selon le calcul des GPS, le périphérique est le chemin le plus rapide, celui que les chauffeurs insistent pour suivre. Des centaines de fois, elle a effectué ce parcours et ne songe plus, en s'installant à l'arrière, à demander un itinéraire différent, ainsi qu'elle le faisait au début, quand lui prenait encore l'envie, après les heures enfermées, d'un détour dans Paris. Dorénavant, c'est la flemme qui l'enserre quand elle s'affale sur la banquette, la flemme de parler, d'exiger, quand elle n'a enfin plus rien à décider. Elle ne songe pas au lendemain, elle se convainc qu'elle est ailleurs. Même si c'est faux, un soulagement s'ensuit. Les lettres de néon rouge de l'enseigne inscrivent dans sa pensée, comme au bas du ciel, un appel au bonheur, un slogan commercial. Life is good. Le taxi la dépose au bas de sa rue pour éviter le détour imposé à cet endroit par une absurde succession de sens interdits. Les quelques minutes de marche qu'elle s'accorde alors l'apaisent, lui permettent de se rappeler qu'elle respire et qu'ici, dans cette ruelle déserte, comme en d'autres points du globe, aucune catastrophe ne fait rage. Il arrive aussi qu'au cours de ces quelques mètres, l'envahisse le sentiment aigu de sa propre inutilité ou de la futilité du travail accompli 8 heures durant. La fatigue veut-elle se rassurer au moment où son regard repère quelque chose devant l'immeuble, au milieu du trottoir. Son regard plonge dans cette masse incongrue, intempestive, cherchant à l'identifier. Des sacs poubelles jetés par des voisins négligents, ou alors, elle ralentit, ne quittant plus des yeux cette opacité en surimpression sur la pénombre. Ses contours sont en train de prendre forme. 3 saillances, bosses d'une hanche, d'une épaule, d'un crâne. Alors donc un corps.
Devant la porte à double battant qui est celle qu'elle doit pousser pour rentrer chez elle, un corps inerte. Le cognement dans sa poitrine lui devient perceptible. Alors donc un corps. Celui d'un homme. Les femmes ne finissent pas couchées par terre dans cet état. C'est une certitude qu'elle a soudain. Un homme, cheveux noirs, peau mate, emmitouflé dans une espèce d'édredon déchiré, dont la tête repose à même l'asphalte. La porte est proche et la bouche de l'homme entr'ouverte, ses yeux fermés, sur lesquels elle jette un coup d'œil furtif en contournant, frôlant le corps dont elle perçoit le souffle, à moins qu'elle ne le voie au vague soulèvement de ses vêtements. Elle en est sûre. Il n'est pas mort. Alors qu'est-il pour s'être effondré ainsi, clodo si saoul qu'il n'a pu pousser plus loin, drogué, dément? Une dénomination l'aiderait à décider ce qu'elle se doit de faire pour ce corps en tas qui ne lui dit rien de bon. Le toucher, pour voir, vérifier, mais quoi? L'aider, comment? Il y en a d'autres, tant d'autres, et ce n'est pas elle qui va. Et puis, il s'agit peut-être d'une ruse. Si brusquement il se redressait, brandissait la main vers elle, chopait sa cheville, sa cuisse pour l'attraper, la violer, la bouffer. Elle compose le code alors que l'homme demeure inerte puis referme la porte tout aussi vite, le ventre ceinturé par la peur. Elle attend de l'autre côté de la paroi, écoute, n'entend que son propre souffle rapide, mais pas l'homme, pas mort, mais si peu vaillant, misérable dans son abandon. Elle regarde l'interrupteur qui commande la gâche électrique. Elle est celle qui sait qu'il gît là. N'a-t-elle pas le devoir de vérifier qu'il n'est ni blessé ni malade? À moins qu'il n'ait seulement fui dans le sommeil, les chutes inopinées et les réveils n'importe où après une cuite, il en a sans doute l'habitude, comme elle a l'habitude de croiser des types aux encoignures des murs, sales et puants. On dit qu'il y en a de plus en plus dans Paris, elle l'a constaté, qui guettent les richesses des passants pressés qui de moins en moins leur donnent. À force, elle aussi résiste plus souvent qu'elle ne cède, une petite pièce, une cigarette, un ticket restaurant. Mais pourquoi pas? Elle gagne un salaire conséquent. Quelle est cette désapprobation butée à laquelle elle se tient? Elle pourrait ressortir, mais ouvre la porte d'entrée, grimpe l'escalier jusqu'au premier étage. Elle fuit, parce qu'elle s'imagine à sa place, imprégnée de haine et cherchant, à la première occasion, à rendre l'humiliation et l'injustice subie. Après quelques pas sur le parquet, elle ôte ses talons pour ne réveiller personne. Voilà, pour ne réveiller personne, et peut-être pour ne pas se réveiller elle-même. Peut-être Parce pour ne pas se réveiller. Absolument. Et est-ce que la question qui est posée là, enfin il y en a beaucoup, est-ce que c'est pas d'abord la question du être là et n'être pas là, qui est un sentiment assez répandu, je pense, de gens qui vivent leur vie un peu automatiquement et qui ont l'impression que s'ils n'étaient pas là à ce moment-là, ou s'ils étaient ailleurs, ou s'ils n'existaient pas, le monde tournerait de la même façon. Est-ce que c'est pas ça? Oui, c'est une question que moi-même avec laquelle je suis aux prises, de savoir dans les vies telles qu'on les vit aujourd'hui, la question de la présence, elle est très complexe, aussi bien physique que mentale, que par toutes les sollicitations que nous avons. Enfin, je vous apprends rien, je dis des choses très banales, mais justement, c'est une question qui est banale et en même temps à laquelle on ne donne pas de réponse. Enfin, c'est compliqué de trouver des réponses pour soi-même ou collectivement, en fait. Et voilà. Et, donc, son geste, c'est avant tout un geste de fuite, et motivé par la peur, j'imagine. Et il y a un jeu là entre cet homme qui est un réfugié et elle qui se réfugie dans son appartement. Oui. Alors, c'est d'autant plus, peut-être c'est à ce stade du livre, on ne sait pas, à ce stade du roman, c'est que Orna, elle a 45 ans, c'est une femme qui a été journaliste, qui a été reporter, qui a eu vraiment une ambition, pour le coup, d'aller à la rencontre, de dénoncer les abus, de montrer la pauvreté, la misère, enfin d'essayer d'avoir une action comme ça par le journalisme, et qui était le contraire d'une forme d'indifférence. Et dans cette scène de début, elle va prendre conscience qu'en fait, elle est devenue indifférente. Et ça, c'est assez douloureux. Et alors, ça tombe bien que vous en parliez, parce que cette question du journaliste,
m'intéresse beaucoup d'abord à cause de ce personnage, et puis par l'expérience que vous en avez. Et là, elle note quelque chose de tout à fait pertinent à mon avis, c'est qu'elle dit que, parce qu'elle travaille pour un site d'information qui est, comme on voit aujourd'hui les chaînes d'infos par exemple, qui est appelé à être de plus en plus spectaculaire, de vérifier de moins en moins les informations, etc. Et elle dit, mais finalement, qu'on fabrique du contenu et que le contenu est devenu plus important, c'est-à-dire la forme, le scoop qu'on va faire, que la valeur informatique de l'information. Alors, est-ce que c'est pas la négation de l'information et comment est-ce qu'on peut avoir une réflexion sur le monde si on a une information qui n'en est pas une? Je n'ai pas la réponse. C'est une très bonne question. Alors, je ne sais pas si l'information pure a jamais existé. Il y a d'ailleurs, ça me fait penser, il y a un film qui est sorti de Xavier Giannoli il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Illusion perdue, qui est une adaptation du roman de Balzac et qui est vraiment une réflexion très intéressante, reportée. Alors, il le fait exprès, il joue sur les parallèles, mais à la fin du 19e siècle, pour montrer aussi que c'est un peu une illusion qu'on a que un média va nous donner une information pure. C'est absolument impossible, tout comme l'objectivité n'existe pas vraiment. Donc il y a toujours une forme de subjectivité. Non, mais c'est juste pour dire qu'il y a ce fantasme aussi de on nous dit pas, on nous donne pas les informations, mais l'information, c'est... Enfin voilà, donc ça c'était la première chose. Voilà. Il y a un paradoxe que tu relèves, c'est qu'il y a d'un côté toujours cette impression qu'on nous cache tout, on nous dit rien, et de l'autre côté, l'impression de la part du public, souvent comme les gens consultent leur téléphone et leur tablette toute la journée, etc., de savoir déjà, avant d'avoir l'information, d'avoir une opinion déjà faite, et finalement on se demande si parfois on ne regarde pas les informations pour simplement confirmer les... Oui, et c'est confirmer, je pense que c'est plus que confirmer a priori, c'est confirmer une position émotionnelle, c'est-à-dire si je suis en colère, si ça me met en colère, bah, si les autres disent que ça doit me mettre en colère, bah, c'est mieux parce que ça me conforte dans ma colère ou mon indignation. Donc oui, c'est vrai qu'il y a cette confusion peut-être de considérer l'information de façon neutre. Mais tout est fait aussi dans le système médiatique de plus en plus, et je sais parce que j'ai travaillé pour justement utiliser des techniques qui sont presque des techniques prises chez les écrivains, presque des mises en scène. Parce qu'aujourd'hui, plus personne n'a envie d'avoir une information brute. C'est super chiant une information brute. Enfin, c'est pas, ça va pas vous... Donc, quand on allume la télé, on a envie d'avoir un peu de mise en scène, parce que s'il y avait juste un type devant la caméra qui nous donnait une liste d'informations, je pense que tout le monde attendrait son poste. Donc, voilà, ça répond aussi à une demande. D'ailleurs, elle se sent un peu comme un journaliste un peu à l'ancienne, mais qu'elle soit assez brillante, et que ce contenu qui vaut plus que le contenant, finalement, je me demande si sa déception n'est pas contenue dans son prénom à elle, parce que quand elle rentre chez elle, bah oui, elle orna, elle était un ornement de l'information, mais elle l'est plus, quoi. Elle se rend compte qu'elle est sur une pratique de l'information qui est un peu au passé, d'après elle, en tout cas. Et cette histoire de passé m'a fait quelque chose en vous écoutant, c'est l'emploi de l'imparfait qui est très étonnant dans ce livre, parce que, enfin, si tu en parles, parce que c'est vrai que l'imparfait, c'est souvent le temps du récit dans le roman, etc. Mais là, c'est presque comme dans Orwell, quoi, dans 84, c'est quelque chose qui va arriver, mais dont on parle au passé. Bah là, c'est presque pareil, c'est quelque chose de très contemporain, mais qu'on parle, qu'on raconte en employant l'imparfait. Est-ce que... alors, je sais pas, il y avait de l'imparfait dans ce passage.
J'ai peut-être raté ma propre lecture. Hein, ça va mieux. Ah bon, d'accord. Ok. Pardon. En fait, l'imparfait, alors je ne peux pas faire de généralité, parce que évidemment j'ai oublié des choses, mais je pense que l'imparfait dans ce livre, c'est une sorte de moyen de montrer que les personnages, ils ont une réflexion sur eux-mêmes. Parce que, bon, alors je ne sais pas si ça vous intéresse, hein, c'est vraiment des considérations vraiment textuelles. Tous les personnages ne sont pas racontés à la première personne, ce ne sont pas des monologues, c'est des troisième personnes. Mais ce n'est pas non plus un narrateur omniscient, c'est-à-dire que ce sont des fausses troisième personnes. Donc, j'utilise la troisième personne comme si c'était une première personne. Voilà. Donc, ça c'est un petit jeu, c'est ma petite cuisine. Mais l'imparfait, vu que le récit est au présent, l'imparfait, ça permet, de montrer la distanciation du personnage avec lui-même, qui est difficile à montrer dans une troisième personne. Je sais pas si... Voilà. C'est un peu technique, hein. Mais c'est sa faute, hein. C'est lui qui ment. Non, enfin, quoi qu'il en soit, ces personnes qui, par exemple, qu'on voit dans le métro, qui sont penchées sur leur écran, il y a plusieurs passages sur les écrans dans le début du roman, sont des gens dont le corps, justement, n'est pas en mouvement. C'est un peu l'écran, c'est un peu la contradiction du corps. Je pense que tu le dis quelque part, en fait, ce sont des corps sans révolution. Alors, j'aimerais qu'on parle un peu de ce mot-là, parce que révolution, bon, ça nous évoque évidemment les révolutions sur le plan historique, mais la révolution aussi sur soi-même, c'est-à-dire un tour sur soi-même, ou un retour, puisque voilà, ça m'a évoqué aussi cet autre mot, c'est la révolte, et une volte, c'est une... l'escrime, ça vient de l'escrime, j'imagine, c'est faire un déplacement rapide pour éviter le coup d'un adversaire. Alors tu as joué un peu sur ce coup. Oui, mais je n'avais pas pensé à l'escrime par contre. Mais c'est vrai que dans Révolution, il peut y avoir l'idée. Voilà, mais tu as très bien dit, j'ai rien à ajouter. C'est super. Non, mais c'est pas la peine de dire quand c'est bien, quand c'est bien. Bon, bah alors, à ce moment-là, il y a un personnage qui est Pavel, qui est le psychanalyste. Pourquoi, je me pose la question, c'est pas pourquoi est-ce que ce personnage est important, entre autres, c'est parce que le psychanalyste, c'est celui à qui on va parler, etc. Est-ce qu'il n'est pas là pour montrer qu'on ne peut pas effectuer cette révolution sur soi-même tout seul, c'est-à-dire qu'on a besoin de quelqu'un qui écoute. Je pense que c'est là sur ce propos-là, c'est pas seulement le personnage du psychanalyste, mais c'est un peu tout le dispositif du livre qui est une sorte de démonstration, entre guillemets, du tissage des liens, de comment, en tant qu'individu, enfin, l'idée d'individu, moi, me semble toujours un peu frauduleuse, comment tout ça, nous articulons entre nous nous influençons, et que évidemment le retour sur soi, si on est tout seul, c'est comme si on essaie de se regarder le dos, c'est impossible. Faut bien que quelqu'un nous mette un miroir, ou faut bien que quelqu'un nous dise quelque chose. Donc c'est effectivement, mais le psychanalyste, il est là aussi un peu pour les effets comiques. Il n'est pas là que pour des choses sérieuses. Enfin, faut aimer la psychanalyse. Bah, si, récemment, il y a eu une série en thérapie. Voilà, qui a beaucoup de succès. Et qui ne tenait finalement que par le langage. Ouais, mais moi, j'ai pas trop aimé cette série. Je trouve que les scènes, elles sont beaucoup mieux que dans la série. Ah, voilà. C'est vrai. Non, tu trouves pas? Pas le contraire. Oui, donc, enfin, bon, tout ça pour dire que nos actes nous échappent en quelque sorte, enfin, en grande partie, ils nous échappent et on ne sait pas quelles conséquences ils ont, ni ceux des autres directement sur nous. Alors, dans ces conditions, comment est-ce qu'il faut comprendre quelle est notre liberté, enfin, quelle est la liberté des personnes? C'est une question dure, hein, c'est niveau...
Ils en ont aucune, ce sont des personnages, les pauvres, ils ont aucune liberté. Ils sont vraiment complètement coincés entre. Ils ont zéro liberté. Voilà, c'est ça, ils sont vraiment coincés. Eux. Si c'est notre liberté, tellement. Non. Je pense que c'est un peu à chacun de répondre à cette question, mais... c'est dur. Ils ont peut-être la liberté, je parlais d'imaginaire, ça c'est pour moi l'imaginaire c'est la première, c'est la liberté basique, ça devrait être dans la déclaration des droits de l'homme. Si on n'a pas l'imaginaire, si on peut plus, c'est un grand manque de liberté. Et d'ailleurs, c'est un peu c'est la première et la dernière liberté, parce que finalement, quand on est emprisonné, enfermé, c'est la seule chose qui nous reste pour nous évader. Ça va comme réponse. Cet imaginaire, il s'exprime forcément par le langage. On peut peut-être dire qu'évidemment, chaque personnage a sa façon de s'exprimer particulière, mais il y a peut-être un personnage sur lequel on peut s'arrêter un peu, qui est Mehdi, qui est le seul d'ailleurs à faire des monologues, en fait, ces chapitres. Si tu cherches un endroit à lire. Non, je sais pas. Non, je peux pas le faire. J'écris un truc impossible d'ailleurs. Peut-être, est-ce qu'on peut décrire la façon dont il s'exprime? Ça, c'était un choix un peu osé et un peu difficile à faire, parce que donc Mehdi, c'est le personnage de l'adolescent qui est un peu... en rébellion et qui essaie de trouver une forme d'aventure qu'il n'a pas dans sa vie quotidienne. Et j'avais envie de travailler sur la façon dont il s'exprimait, c'est-à-dire la manière dont il utilisait le français de façon complètement... comment dire ? Je ne trouve pas le mot. À la fois créative et désarticulée. Et c'était un peu essayer de reproduire, j'allais dire le langage des jeunes, mais c'est caricatural parce que tous les jeunes ne parlent pas de la même façon, mais en tout cas une forme de langage des jeunes qui ne se tiennent pas aux mêmes règles que nous, moi en tout cas, qui veut bien parler, donc qui ont une forme de créativité et d'argot finalement, de langage oral qui est très libre, si on parle de liberté. Donc j'avais envie de reconstituer ça, mais puis c'est aussi un jeune de banlieue qui a... mais ce qui était difficile, c'est que je ne suis pas un jeune de banlieue, je ne parle pas comme ça, et donc il fallait que je travaille ce texte, et je voulais le travailler de façon très poétique, parce que pour moi, cette façon d'être capable de se saisir de la langue et d'en faire, entre guillemets, n'importe quoi, même si ce n'est pas n'importe quoi, c'est très créatif et c'est très poétique. Voilà, donc j'ai essayé de faire ça, mais on m'a dit, alors d'ailleurs tu sais là, lors d'une rencontre avec des jeunes, 10 jeunes de banlieue, tu voulais le raconter? Raconte-le si tu veux. Non. Mais c'était avec Cécile Ladjali qui avait organisé cette rencontre avec des jeunes de banlieue et qui leur a fait lire les passages en leur disant alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'elle a bien fait? Et c'était drôle leur réaction parce qu'ils ont dit, on a l'impression qu'elle a appris plein de façons de parler, de plein de banlieues différentes, puis qu'elle les a toutes mélangées. Alors, je me suis dit, pour eux, c'était trop, quoi, en fait. C'était encore trop écrit, finalement. Donc, c'était vraiment difficile. Mais moi, j'étais assez... Ça nécessitait beaucoup de travail, ces passages. Et c'était presque comme d'inventer une langue. Mais c'était chouette à faire. Par contre, je peux pas les lire. C'est très stylisé, mais c'est... c'est des grands monologues comme on en a dans certaines grandes œuvres que vous avez forcément pensé, même si ça ne parle pas du tout de la même chose. Mais par exemple, dans Joyce, il y a un monologue très célèbre, le monologue de Molly, etc. Et je me suis demandé si cette façon de parler, qui est effectivement très poétique, très stylisée, qui n'est pas forcément aussi neuve qu'on pourrait le croire, parce qu'elle est faite de beaucoup de mots qui datent il y a 100 ans, quoi. Je me souviens que les jeunes qui nous ont interpellés disaient que, on mettait daron et tout ça, c'est des mots que vous pouvez pas comprendre. Il y a des choses qui changent assez vite. C'est des mots qui existaient déjà. Et
est-ce que c'est pas de toute façon une façon de nous dire que le langage nous dit qui est la personne et que, si je puis dire, par là, Mehdi. Mehdi, Ah oui, comme ça. Ah, Mehdi. Ok, bah, très bien. Oui, bah, c'est parfait. C'est par là. Non, mais il trouve des trucs, moi, je suis bluffée. Hein. C'est mieux qu'on ait écouté aujourd'hui. Et J'en reste baba. est-ce qu'on peut, oui, après cette histoire de langage et de, comme je s'approche, bon, je crois que c'est la fin. Non, mais ce qui prouve encore une fois que l'inconscient joue un rôle très important dans l'écriture d'un roman. Et qu'on fait des choses dont on ne se rend pas compte. Mais c'est tant mieux. Vous êtes très déçus. Non, Vous auriez voulu que j'ai une explication. Pas du tout, mais c'est vrai que c'était un peu périlleux cette lecture, mais je la recommande vraiment aux gens qui vont lire ces trois passages absolument extraordinaires dans le livre. Est-ce qu'on peut parler de nature et culture, puisque finalement le personnage de Célène, c'est elle qui incarne cette contradiction, si on peut dire, puisque elle, c'est une écologiste, quelqu'un qui s'occupe beaucoup de nature, et qui en même temps propose en fait une sorte, ce qu'elle appelle une économie affective. Est-ce que vous pouvez expliquer? Oui, alors c'est un peu... En fait, le personnage de Célène, donc c'est une chercheuse en économie de l'environnement. Et alors, pour expliquer le personnage, il faut peut-être que je revienne un peu sur moi, ma propre réflexion, c'est-à-dire que... Parlez-vous nature. Parlez-vous nature, c'est ça. Ça fait... Alors moi, j'ai terminé mes études en 1997, mes études d'ingénieur, et à l'époque, j'ai fait une spécialité environnementale. Et en 97, donc c'était il y a eu un certain nombre d'années, et on parlait, à l'époque, les problématiques environnementales commençaient vraiment à émerger auprès du public, et on disait, voilà, il faut parler de ces questions. Bon. Et puis le temps passe, on est en 2022, pratiquement, 25 ans plus tard, on est encore en train de dire à peu près la même chose. On a plutôt l'impression que la situation a empiré. On est submergé d'informations sur les dégâts qui sont faits à droite, à gauche, tout le temps par les civilisations humaines. Et bien, qu'est-ce qu'on fait, Qu'est-ce qu'on fait? C'est toujours cette question qui revient. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Et pourquoi, en dépit, et ça c'était moi le point de départ du personnage de Célène, pourquoi en dépit de toutes ces informations, on ne change pas nos comportements? Fondamentalement, on les change un peu. Moi, je vais acheter, j'amène plus de sacs plastiques quand je vais faire mes courses. Enfin, on essaye. Mais vraiment en profondeur, non, on ne les change pas. Et donc le personnage de Célène essaye de bâtir une théorie selon laquelle il y a une économie affective qui rentre en compte, c'est-à-dire que dans toutes les mesures qu'on fait des comportements économiques des individus, on ne prend pas en compte la dimension affective, parce que justement les disciplines ne sont pas croisées. On a l'économie, puis on a la psychologie. Ce sont deux champs de recherche différents. Et du coup, on ne prend pas en compte, d'après ce personnage, je ne dis pas que c'est une théorie que j'ai élaborée, que j'ai vérifiée, on ne prend pas en compte l'attachement affectif des personnes aux éléments naturels pour pouvoir les défendre. Et elle est persuadée qu'à partir du moment, si on parvenait à mesurer cet attachement affectif au platane devant chez vous, à la pelouse du jardin que vous fréquentez, on pourrait à ce moment-là mieux agir, enfin les comportements pourraient être modifiés par cet attachement. Mais c'est parce que les individus, les personnes n'ont pas d'attachement affectif à la nature, enfin à la majeure partie de la nature, qu'ils ne sont pas prêts à se mobiliser pour changer leur comportement. Voilà, et c'est ça qu'elle essaye de démontrer de façon scientifique, c'est-à-dire par toutes sortes d'outils économiques pour essayer de mettre en avant cette idée, enfin de défendre cette théorie qu'elle a développée. Cette exaltation de l'attachement, du sentiment, etc. Il se retrouve évidemment dans un des grands thèmes du livre, qui est
thème de l'amour qui est un peu mis à mal au début parce que le personnage de d'Orna a l'impression que dans le monde dans lequel elle vit, en tout cas, elle doute de la possibilité du couple. Ça demande un tel investissement que ça n'est plus compatible avec la. Oui, et puis c'est plus que juste l'investissement, c'est que enfin, tout ce pourquoi le couple avait pu être conçu, enfin, pouvait exister, finalement n'est plus tellement. Il y a d'autres moyens. On peut faire des enfants autrement que dans un couple, on peut gagner sa vie, pour les femmes, on peut tout à fait être indépendant, gagner sa vie sans avoir un conjoint. Bon, voilà, finalement, la sexualité, on n'a plus qu'à aller sur une application pour trouver un partenaire sexuel. Donc, finalement, le couple, pour la sexualité, n'est pas tellement nécessaire. Alors, ça sert à quoi, en fait? Je sais pas. Ça vous fait rire. Et elle se dit, moi je me suis un peu amusée avec ça, mais franchement, l'autre jour, j'ai entendu sur France Culture une chercheuse qui parlait de ça et du déclin. C'était pas du tout, c'était très sérieux, contrairement à moi. C'est sur le déclin du couple, justement. Voilà, du fait que c'est plus pour les jeunes, ça devient sur leur liste de priorités, c'est plus du tout la priorité numéro 1. Vraiment plus. Et en tout cas, cette exaltation du langage, de l'invention, etc., c'est ce qui va quand même, dans le livre, me semble-t-il, réhabiliter un peu la puissance de l'amour. Et j'avais noté, et le pouvoir de l'imaginaire aussi, et j'avais noté cette phrase sur la fin. Vous dites, sans imagination, pas d'évolution. Pas de révolution, et si cela s'appliquait à l'agriculture, cela pouvait bien s'appliquer à l'amour. Et enfin, c'est sorti du contexte là. Mais, si ça pouvait s'appliquer à l'agriculture, oui, non, c'est un peu sorti du contexte. Pour faire un saut, si je puis dire, en forme de conclusion sur un de vos livres, sur cette exaltation du langage, de l'amour, de la créativité, j'ai pensé aussi un peu à ce petit texte-là, La posture du pêcheur, que j'ai montré faussement tout à l'heure, parce que dans cette posture du pêcheur, la paresse, c'est un peu le grain de sable qui dérègle la vie normale, si on peut dire. Et finalement, cette paresse est créative. Le créateur, c'est le paresseux. Ouais, c'est ça. Mais oui, parce que c'était un peu. Alors là, je change complètement de projet, mais la paresse, je ne savais pas comment m'en emparer, justement, parce que j'avais dit au début, je ne pense pas du tout quelqu'un de paresseux, mais j'ai voulu jouer avec cette idée que. Il y a une certaine considération sur le fait que les artistes soient paresseux. Excusez-moi, voilà, je savais que ça allait arriver. Il y a toujours un moment où l'artiste est vu comme un profiteur, un paresseux. Et je voulais montrer, je ne sais pas si je vais arriver jusqu'au bout, mais je vais essayer. Excusez-moi. Je voulais montrer que dans la paresse, il y a une dimension contemplative qui finalement est assez prompte à apporter une créativité. Et que je parlais de la disparition de l'imaginaire ou de la créativité par extension, mais aussi parce que nous vivons des vies qui sont très hachées, très compressées au niveau temporel. Et dans ce livre, je voulais un peu réhabiliter l'idée à travers le personnage du jeune homme qui ne sait pas trop ce qu'il va faire sa vie, qui est en recherche comme ça, du bénéfice ou des vertus plutôt qu'il y avait à être dans une forme de paresse. La narratrice du livre, du roman, se dit est-ce qu'on peut mourir de paresse? En fait, est-ce qu'on peut vraiment être paresseux? Est-ce que finalement c'est pas juste un degré? Est-ce que ne rien faire? Alors il y a toutes sortes de personnages dans la littérature, dans le cinéma, Alexandre le Bienheureux, Bartleby de Herman Melville, qui incarnent, d'ailleurs ce sont que des hommes, qui incarnent un peu cette idée
de paresse, qui est dans le cas d'Alexandre le Bienheureux une paresse joyeuse, et dans le cas de Barthélemy une paresse plutôt mortifère. Mais c'était intéressant de voir justement, de s'interroger sur est-ce que la paresse n'est pas une idée qu'on projette pour contrer une forme de révolte? Est-ce qu'il n'y a pas, pour en venir au point de l'ascension, dans la paresse une révolte contre les injonctions du travail, de la productivité, de l'efficacité? Oui, je pense qu'il y a des liens entre tous ces livres. Et on peut peut-être, si Catherine est d'accord, se tourner un peu du côté de l'assistance au cas où il y aura des questions ou des interventions. Oui, je crois que Mais alors j'ai un peu toussé dedans, mais bon. Bonsoir et merci beaucoup d'avoir écrit. Ce qui m'a beaucoup touché, en fait, c'est ce phénomène de doute de chaque personnage dans lequel chaque personnage infuse un peu en lui-même et permet une exploration extraordinaire de justement tous ces retournements, ces révolutions dont vous parliez. Et c'est ça qui est très très surprenant, c'est la dynamique dans laquelle vous êtes et que vous nous permettez de suivre par justement cette patience qui émane de votre écriture, de cette et ça c'est assez incroyable parce que aujourd'hui beaucoup de choses sont déterminées. Vous avez parlé de la télévision, de l'information, beaucoup de choses. Donc nos téléphones portables, tout est très déterminé et ce qui nous permet et dans le roman donc on assiste quand même à une espèce de, comme vous en parliez, hein, je me répète, hein, la révolution, mais surtout un retour réflexif qui n'est pas dans l'intellect, mais beaucoup plus dans les petites choses, dans le regard, dans les détails, dans l'arrêt sur soi-même. Et ça, c'est merveilleux pour nous. Enfin, pour moi, dans tous les cas, je parle que de moi, hein. Parce que vraiment, il y a une perméabilité, ça infuse vraiment pour le lecteur. Enfin, pour moi, ça a été vraiment une permission aussi, hein. Une permission de regarder, de ressentir, de respirer et de progresser dans le roman. Voilà. Et je voulais vous dire autre chose, mais j'ai dit beaucoup d'autres choses à dire. Et ça, c'est aussi une valeur, dans le sens valeureux, qui est mis qui est vraiment donné, que vous nous offrez, en fait. Une espèce de valeur du doute, de cette possibilité qu'il y a quelque chose qui va renaître, qui va s'appuyer, qui va venir, parce que justement, on se dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est merveilleux, parce que vraiment, les personnages, au-delà je dirais au-delà de toute l'intrigue, parce qu'il y a une espèce de entrelacement, hein, entre chacun. Mais ça, c'est bien, c'est vraiment cette perméabilité, puis cette progression de chacun qui est merveilleuse, je trouve, et qui donne une suspension à tout l'ensemble. Voilà. Merci beaucoup. Merci, c'est très touchant parce que j'avais jamais fait le lien en fait. En vous écoutant, je viens de faire un lien entre l'idée de prendre le temps et l'écriture de ce livre en fait. Parce que ça m'a quand même pris beaucoup d'années à faire. Et en vous entendant, je me dis que peut-être c'était pas tout perdu. Il y avait quelque chose dans cette temporalité d'écriture qui en fait est très importante que j'aurais pas pu faire. Pas seulement pour le volume, mais pour exactement ce que vous dites. Donc en fait, merci parce que c'est moi qui prends conscience de quelque chose dans votre roman. Je sais pas. Alors, on s'arrête là, peut-être une toute dernière question sur le genre romanesque, puisqu'on l'a dit un peu au début, mais la caractéristique de ce livre, c'est quand même de se saisir du monde, de se saisir de l'époque, de faire des réflexions sur 1000 sujets. C'est
très riche de ce point de vue-là. Et est-ce que vous n'avez pas l'impression que ça détonne, ou comment est-ce que vous réagissez par rapport à une autre tendance du roman actuel, qui est un roman extrêmement auto-centré, personnel, raconter des histoires, ne pas se préoccuper beaucoup du monde. Non, mais je veux pas dire de mal de personne. Je constate justement, et je ne sais pourquoi, le fait, l'autre sorte de roman, si on peut caricaturer, se vend beaucoup mieux. Donc je me dis, il doit y avoir quelque chose que je rate. C'est vrai. Mais parce que il y a une forme de réductionnisme qui non, mais ça, on ne sait pas, parce que sur la durée, enfin sur plusieurs siècles, peut-être que oui, on en a plein. Non, mais c'est une réponse un peu facile que je vous ai faite. Je peux pas juger. Pour moi, la littérature, c'est un champ de recherche, c'est vraiment ça. C'est pas il y a une exigence par rapport à ça, et c'est un outil pour appréhender le monde comme un autre, hein, comme je pourrais faire des recherches scientifiques. J'ai décidé de faire plutôt de la recherche littéraire. Je pense qu'il y a un versant de ce qu'on publie aujourd'hui qui est plus conçu comme un divertissement. Et pourquoi pas, hein, voilà. Moi je juge pas, mais peut-être on ne dit pas assez ce qui est quoi. C'est-à-dire qu'on essaie de nous montrer, enfin je parle généralement, mais tout est de la littérature, tout est génial, tout est extraordinaire, et tout a un peu cette étiquette, alors qu'il y a des ambitions justement très différentes en fonction des auteurs, dans leur positionnement et peut-être leur... pour moi, la littérature, il n'y a pas mieux sur Terre. Enfin, je le mets là. Donc après, il y a d'autres gens qui, ça peut... C'est comme autre chose. Donc, en tant qu'auteur, on a des approches très différentes par rapport à ça. Mais il faudrait juste le préciser, peut-être, sur la couverture, je ne sais pas. Bon, Céline, merci beaucoup, vraiment, et bravo pour la...